Et c'est parti à présent pour Enjeu patrimoine, où nous allons nous demander ensemble quelles sont les déductions, les réductions d'impôts ou les niches fiscales qu'il faut avoir en tête lorsque l'on remplit sa déclaration d'impôt. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Léa Salem, directrice de l'agence Quintessence de Paris. Bonjour Léa Salem. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors Quintessence qui est un groupe de gestion de patrimoine Exactement. qui accompagne finalement ses clients dans l'intégralité de la gestion de leur patrimoine. Aujourd'hui, on va faire un focus sur la déclaration d'impôt sur le revenu qui concerne du coup tous les épargnants et tous les contribuables. On va essayer de comprendre en fait comment, quels sont tous les avantages fiscaux, toutes les niches fiscales qu'il faut avoir en tête lorsqu'on remplit sa déclaration de revenus. Alors, il y en a énormément, mais il y en a quand même qui sont plus récurrentes que d'autres. Est-ce que vous constatez, vous, qu'il y a des choses qui reviennent très régulièrement et qu'il faudrait avoir en tête lorsqu'on se met à remplir sa déclaration d'impôt sur le revenu ? Alors, comme vous l'avez précisé, il y en a beaucoup. Il y en a même beaucoup. Aujourd'hui, on recense plus de 470 lois, plus de 470 niches fiscales donc pour optimiser le patrimoine. Donc, pour le coup, ce qui est pas mal, c'est que chacun, quels que soient ses revenus, quels que soient ses objectifs, va pouvoir trouver ce qu'il lui faut dans ces 470 lois qui existent aujourd'hui pour défiscaliser. Après, du coup, il va falloir s'adapter aux objectifs de chacun. Et comme vous l'avez dit, on peut commencer à défiscaliser à partir de 1 000 € d'impôts et on peut aller chercher pour le coup beaucoup d'impôts, donc c'est pour ça qu'on va pouvoir s'adapter à chacun. Alors je regardais un petit peu effectivement sur les 400, on en a fait une petite sélection notamment pour essayer de comprendre celles qui nous apparaissent être les plus récurrentes. Je voyais que par exemple, il ne faut pas oublier que quand on remplit sa déclaration d'impôt sur le revenu, quand on fait un don à une association, c'est défiscalisé. Et le jour où on remplit sa déclaration, il ne faut pas oublier les dons qu'on a fait sur l'année qui vient de s'écouler. Exactement. Donc on déclare déjà ses revenus sur l'année passée. Donc pour le coup, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on peut allier générosité et économie d'impôt. Aujourd'hui, il y a deux sortes d'associations. Il y en a certaines où on peut aller chercher des défiscalisations à hauteur de 66% du montant qu'on va donner à l'association et d'autres 75%. D'accord. Et donc derrière, vous n'avez plus qu'à le déclarer sur votre déclaration de revenus sur la case adéquate. Et donc il faut bien vérifier effectivement quand on fait un don si ça donne droit à 66% ou à 75% de réduction d'impôt. Je voyais pareil que lorsqu'on emploie un salarié ou une salariée à domicile, que ce soit pour s'occuper de son jardin, pour s'occuper de ses enfants, pour éventuellement faire le ménage, là, pareil, il ne faut pas l'oublier le jour où on remplit sa déclaration d'impôt. Exactement. D'ailleurs, je vais revenir peut-être sur les 3 façons aujourd'hui de défiscaliser. Donc, la première, c'est le crédit d'impôt. Comme vous l'avez évoqué, c'est en fait, ça va beaucoup passer par l'emploi d'un salarié à domicile. Donc, ça revient à payer quelqu'un pour faire une prestation. Donc, ça peut être du ménage, ça peut être du jardinage, ça peut être des cours à son enfant. Et on va pouvoir se voir rétrocéder 50% de la somme qu'on a payée pour cette prestation. D'accord. À côté de ça, 2 autres leviers aujourd'hui qui vont beaucoup ressortir et on va sûrement en discuter, c'est la déduction d'impôt et la réduction d'impôt. Donc déduction d'impôt, c'est je vais venir déduire des choses de mon revenu net imposable et de fait baisser mon impôt. D'accord. Et enfin la réduction va avoir un impact directement sur le montant de l'impôt. D'accord, donc crédit d'impôt, déduction d'impôt, réduction d'impôt. Donc 3 choses à avoir en tête. En fait, c'est juste que le calcul ne se fait pas au même endroit. C'est juste que le calcul ne se fait pas du tout au même endroit. Dans la déclaration fiscale. Donc crédit d'impôt lorsqu'on emploie des salariés à domicile et quand on est, en tant que particulier, employeur d'une autre personne, voire de plusieurs autres personnes. Exactement. Donc on peut aller chercher en plus de jolies défiscalisations. Après, sur ces leviers-là, on n'est pas vraiment sur de la création de patrimoine. D'accord. Mais en tout cas, quitte à payer quelqu'un, autant aller chercher une économie d'impôt. Pour ce qui va être de la création, en tout cas, aller vraiment chercher de la création de patrimoine, on va plutôt être sur des niches, soit de déduction d'impôt via des placements comme l'assurance vie ou le plan épargne retraite, par exemple, et via de la réduction d'impôt sur des placements, par exemple, immobiliers, comme du Pinel, du Malraux ou d'autres lois de ce type-là. Alors, je vous propose qu'on aille sur la déduction d'impôt dans un premier temps, l'assurance vie, le PER ou ce genre de placement. Alors, l'assurance vie plus que le PER, parce que le PER est plus jeune, mais sont des placements qui sont connus et répandus. Là aussi, ça peut ouvrir des déductions d'impôt lorsqu'on remplit sa déclaration de revenus. Exactement. Donc, aujourd'hui, je sais que pas mal d'épargnants, on a beaucoup d'épargne sur des livrets A, des LDD, etc. Donc, ce type de livret, aujourd'hui,
ne sont pas très rémunérateurs, ne sont pas imposés à côté, mais pour autant ne génèrent pas de rémunération. Donc l'idée, c'est d'aller chercher des placements un peu plus performants, comme de l'assurance vie ou du plan épargne retraite. L'assurance vie, en l'occurrence, ne va pas avoir réellement d'impact au niveau de l'impôt. On ne va pas baisser son impôt. Par contre, on va aller chercher de la rentabilité et des avantages, mais ça, ce sera peut-être un autre sujet au niveau des frais de succession. Par contre, le plan épargne retraite, en effet, consiste en de la déduction, c'est-à-dire que si vous mettez de l'argent sur un plan épargne qui va être bloqué jusqu'à votre retraite, donc double avantage puisque vous constituez aussi du revenu pour plus tard, et ça va être déductible à l'instant T de vos revenus nets imposables. Chaque versement, par exemple, que j'aurais fait en 2021, au moment où je remplis ma déclaration d'impôt sur le revenu en 2021, sont déductibles de l'assiette imposable. C'est-à-dire que je les enlève de mes revenus, ou en tout cas de ce que je déclare. Avec certains plafonds qui vont dépendre de chaque revenu et de chaque personne. Mais pour le coup, exactement ça, c'est déductible. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est que quand on verse sur un plan épargne retraite, il faut savoir qu'aujourd'hui, on est imposé selon différentes tranches d'imposition. Et c'est ces revenus les plus élevés qui sont les plus imposés. Et quand on verse sur un plan épargne retraite, on va venir déduire en fait ce qu'on a mis du haut de sa tranche d'imposition. Donc on peut repasser sur la tranche d'en dessous. On peut repasser sur la tranche d'en dessous. Et donc ça a tout son intérêt. Plus la tranche d'imposition du contribuable est élevée, plus ça va lui permettre de défiscaliser. Et à contrario, le PER peut être aussi utilisé sans déduction à l'entrée, sans déduction fiscale, et juste comme du revenu complémentaire en vue de la retraite, pour s'astreindre un petit peu à se créer une retraite. Et c'est un des sujets actuels en ce moment. Alors sachant qu'il y a une fiscalité à la sortie, mais là ce sera pas en 2022, ce sera le jour où on actionnera finalement le PER quand on du coup on sera à la retraite. Je voyais que les contrats de prévoyance aussi permettent de réduire son impôt. Alors quand je dis réduire, je ne rentre pas sur les 3 leviers, on parle de déduction d'impôt là aussi. Sur les contrats de prévoyance et assurance vie, comme il n'y a pas vraiment de déduction ou réduction d'impôt qui vont se faire. Ça va vraiment plus être au niveau d'autres objectifs liés justement à de la prévoyance et à certaines rentabilités qu'on peut aller chercher. Donc, ou alors dans des cas de transmission, mais là pour le coup on n'est pas sur une déclaration d'impôt sur le revenu, même si on est dans le sujet de la fiscalité. Dans la famille des déductions d'impôt sur une déclaration d'impôt sur le revenu en 2022, Léa Salem, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il faut avoir en tête ? Au niveau de la déduction, en tout cas, le levier qui est le plus utilisé par la cible la plus importante, on est sur le plan épargne retraite. Après, il y a d'autres lois. Je peux parler aussi du monument historique qui va concerner aussi une certaine cible de la population qui va payer davantage d'impôts. Pour faire très simple, en gros, le monument historique, c'est j'achète un appartement dans lequel il va y avoir beaucoup de travaux et l'intégralité de ces travaux, je vais pouvoir les déduire de mes revenus. D'accord, donc, comme des charges. Exactement. Sauf que c'est directement déductible des revenus nets imposables. Donc j'ai 100 000 euros de revenus, je fais 100 000 euros, c'est comme si je déclarais plus de revenus. Par contre, on est sur des niches qui ne correspondent pas au plus grand nombre et pour le coup, le monument historique, tout de suite, on part sur des budgets qui sont assez importants. Parce qu'on est dans un investissement immobilier d'un bien considéré comme un monument historique et qui permet du coup de bénéficier de cette déduction d'impôt. Si on rentre sur le 3e levier maintenant, la réduction d'impôt, là ça nous fait une transition toute trouvée parce qu'on reste toujours dans l'immobilier et dans des investissements immobiliers qui ouvrent droit à des réductions d'impôts. Et ça, il faut les avoir en tête quand on fait sa déclaration d'impôt sur le revenu. Totalement. Et en plus, ça peut vous faire, pour le coup, la réduction d'impôt à travers des leviers immobiliers. Vous pouvez tout de suite aller chercher des montants qui sont considérables en termes d'économie d'impôt et très important en vous constituant un capital aussi en vue de la retraite pour les enfants. Comme on nous l'a toujours dit, investir dans la pierre, c'est un point positif. Et investir dans la pierre, par le biais de ses impôts, c'est encore mieux. Donc pour le coup, il existe aujourd'hui des façons de défiscaliser dans l'immobilier, dans l'ancien et dans le neuf. Donc dans l'ancien, vous allez trouver le Malraux par exemple, et dans le neuf, vous allez trouver le Pinel, le LMNP Censi-Bouvard. Et alors si on commence par l'ancien, le Malraux, c'est différent du monument historique, hein, c'est deux choses différentes. Je dirais pour faire simple que c'est un petit peu le petit frère du monument historique. C'est proche, c'est ça. C'est pas les mêmes montants. Exactement, on est sur le principe de la réduction et non de la déduction. Vous allez défiscaliser en fait 30% du montant des travaux. Donc, mais directement réduit du montant de votre impôt. À côté, le neuf, on est du coup toujours sur le principe de la réduction. Le neuf, c'est une loi qui correspond, on va dire, à une cible un peu plus importante de la population. Surtout, je ne sais pas si il y a plein de lois qui passent en ce moment qui vont venir faire qui vont restreindre le fait qu'on puisse louer des logements dans l'ancien. Bien sûr, oui, ou en tout cas des passoires énergétiques. Oui. Exactement. Donc pour le coup, le neuf va avoir cet avantage-là. Et sur typiquement le Pinel, qui est une des lois qui ressort beaucoup en ce moment et qui est amenée à disparaître sur les prochaines années, vous pouvez défiscaliser par exemple sur un bien à 200 000, 4 000 euros par an sur les 9 prochaines années de votre impôt directement.
Et donc là, on est sur de la réduction d'impôt sur le revenu du FLO. Pinel, on est d'accord que c'est la même chose. Je précise pour les gens qui nous écoutent. Pour le coup, je parlais du petit frère tout à l'heure. Là, c'est le grand-père du Pinel, puisque le Duflo a été remplacé par le Pinel. Exactement. Et là, maintenant, on parle de Pinel Plus, mais tout ça, c'est la même famille d'investissement dans le neuf, d'investissement locatif, on est d'accord? D'investissement locatif, exactement. Investissement locatif dans le neuf qui ouvre donc des droits à des réductions d'impôts. Alors après, comme tout investissement immobilier, il faut quand même se faire accompagner pour être sûr que l'investissement immobilier soit rentable. Ça, c'est un autre sujet, mais en tout cas, fiscalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Fiscalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Et très important, un conseil pour tous vos auditeurs, aujourd'hui, se faire accompagner essentiel par un gestionnaire de patrimoine ou autre personne, mais également dès que c'est du locatif, sur de la gestion locative, sur du courtage en financement, pour s'assurer que tout soit bien mené derrière et qu'on puisse justement bien déclarer au niveau de sa déclaration de revenus. Alors, je vous propose donc là, on a regardé les 3 grands leviers. Je vous propose de regarder un petit peu des situations comme ça, qui auraient pu avoir lieu en 2022, et regarder si ou non ça ouvre droit à des réductions, déductions ou crédits d'impôt. J'ai vendu ma résidence principale en 2021. J'ai réalisé une plus-value. Est-ce que je suis imposé sur cette plus-value? L'avantage de la résidence principale, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'impôt sur la plus-value, contrairement à la résidence secondaire ou à des investissements locatifs. Donc l'intérêt, en tout cas, pour ces autres types d'investissements, hormis la résidence principale, c'est de s'y prendre tôt, parce que l'impôt sur le revenu fait mal, donc l'impôt sur la plus-value peut le faire encore plus. Donc plus on s'y prend tôt, mieux c'est. Pas de fiscalité sur la plus-value sur de vente sur la de la plus-value résidence de la résidence principale. Je pars à la retraite en 2021, je touche des indemnités, elles sont fiscalisées? Pour le coup, malheureusement, oui, elles sont fiscalisées. Après, il faut se renseigner au moment de sa déclaration de revenus sur quelle est la façon de les déclarer la plus adéquate et la mieux pour chaque contribuable. Il y a par exemple le système du quotient aujourd'hui qui permet d'aller optimiser un petit peu ces indemnités retraite. J'héberge une personne dépendante chez moi. Est-ce que là, ça m'ouvre le droit à des déductions ou des réductions d'impôts ou un crédit d'impôt? En effet, une personne dépendante qui fait sa déclaration peut aujourd'hui bénéficier d'un crédit d'impôt à hauteur de 25%, et ça peut être en tout cas lié à son logement, à sa dépendance, toutes les dépenses engagées à ce niveau-là. Et alors, une question peut-être un peu plus d'actualité, il y a eu un certain nombre de primes qui ont été versées sur les dernières années. Alors on va se concentrer sur 2021, mais des primes Covid, des primes inflation, ou pouvoir d'achat pour soutenir les ménages les plus modestes. Est-ce que c'est considéré comme un revenu? Est-ce que je dois le déclarer dans ma déclaration d'impôt sur le revenu? Tout est à déclarer. Pour autant, ces primes, il y en a eu plusieurs, en tout cas ne sont pas aujourd'hui, ne vont pas être fiscalisées. Donc c'est un joli cadeau qu'a fait l'État aux contribuables. Et c'est pour ça que ça s'appelle des primes. Autre question toujours en lien avec la situation de pandémie qu'on a vécue pendant 2 ans. Beaucoup se retrouvaient en télétravail. Parfois, il a fallu faire des investissements. Ça a coûté de l'argent. Il y a eu des frais. Est-ce que ça m'ouvre le droit potentiellement à des réductions d'impôts, ou est-ce que c'est pas pris en compte en 2022 encore? Alors, il y a eu des frais liés au télétravail. Donc aujourd'hui, vous avez 550 € qui sont liés à ces frais-là. Après, pour le coup, des personnes donc 550 € déduits de sa déclaration. Exactement. D'accord, oui. Et donc aujourd'hui, vous avez possibilité de déclarer pour des personnes qui ont fait moins de routes, par exemple des commerciaux en région liés justement à la période de Covid. Vous pouvez déclarer des frais liés en plus au télétravail, donc qui peuvent être liés à vos charges informatiques, aux charges de l'appartement où vous résidez, évidemment en étant raisonnable, mais maintenant vous avez le droit de déclarer sous certaines conditions des dépenses liées à vos frais de télétravail. Et alors, au-delà des réductions ou des déductions, si j'ai des enfants au sein de mon foyer fiscal qui travaillent, mettons en alternance, et qui touchent un revenu, est-ce que du coup, ma déclaration d'impôt et ma fiscalité se voient automatiquement augmenter? Impacté. Alors pour le coup, un enfant qui travaille déjà, il faut bien vérifier est-ce que vous avez intérêt ou non à le déclarer sur votre foyer fiscal. Et pour le coup, sur quelqu'un qui travaillerait par exemple un alternant ou en apprentissage, aujourd'hui vous avez des abattements qui sont assez intéressants, puisque je crois qu'on est sur 18 760 € aujourd'hui d'abattement, en dessous duquel ça ne rajoute aucune fiscalité. Donc pour le coup, tout ce qui serait au-dessus de 18 760, ce qui n'est pas le cas de la majeure partie des apprentis aujourd'hui, là pour le coup seront imposés, tout ce qui sera au-dessus de ça. Merci beaucoup Léa Salem de vous être prêtée à l'exercice de regarder les déductions, les réductions, les crédits d'impôt, les niches fiscales avec nous. Alors on ne les a pas toutes passées en revue, mais on a essayé de passer en revue les plus récurrentes, ou en tout cas celles qu'il faut avoir en tête lorsqu'on remplit sa déclaration d'impôt sur le revenu. Je rappelle que vous êtes directrice de l'agence Quintessence à Paris. Merci beaucoup. Merci à vous. Et quant à vous, je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.